Salut à tous, David, Nuke Vapes, de retour pour ce coup-ci grosse vidéo où on va parler du RDNA 40. Alors le RDNA 40 c'est quoi? C'est simplement une électronique, un chipset qui est fabriqué par Evolve aux États-Unis. Je voulais faire cette review en premier parce que je sais que vous êtes nombreux à attendre la review du Pipeline Pro 2 avec les mesures et tout, ça arrive. D'abord je voulais vous présenter ce chipset là et ce mode là pour une petite introduction à comment la gestion de température fonctionne, parce que oui, cette électronique ajoute une innovation qui est hyper importante en termes de vape, c'est le contrôle de la température. Alors ça va être une vidéo assez longue où je vais parler uniquement de l'électronique, je ne vais pas parler de la Vapor Shark en particulier, même si c'est cette box que j'ai utilisée pour faire mes mesures, etc. Dans le sens où c'est une review pour le chipset, c'est pas une review spécialement dirigée à cette box. Alors dans cette vidéo, je vais utiliser, au début de cette vidéo, j'utilise cette combinaison, donc c'est un Freak Show par Wotofo qui est monté en NI200 avec la Vapor Shark. Je suis réglé à... Oh, mon écran bug. Donc ça c'est mon écran sur la Vapor Shark, voilà, réglez pas votre moniteur, il y a vraiment un problème d'écran. Ce que j'ai fait depuis que j'ai cette box, à savoir, voilà, la relancer constamment. Quand j'ai ce bug d'écran, j'enlève la pile, je la remets. Et l'écran fonctionne à nouveau, aucun problème. Mais c'est totalement relou. Alors d'abord, avant de commencer toute mesure, etc., on va déjà commencer par présenter le chipset, voir comment il fonctionne, les différentes fonctions qu'il y a dedans. Donc on va passer en gros plan tout de suite. Alors déjà, sur l'écran de base, alors moi j'ai la version avec le petit écran, sachez que les nouvelles versions ont un plus grand écran, avec un petit peu plus de trucs affichés. En l'occurrence, la température est affichée en permanence sur les grands écrans, alors que sur les petits, la température est affichée si vous êtes en mode température. Si vous êtes en mode normal, puissance, c'est pas la température qui est affichée, mais la tension qui est appliquée à votre atomiseur en fonction de la puissance que vous avez sélectionnée. Alors sur la gauche, vous avez un indicateur de batterie qui sert absolument à rien, dans la mesure où ça sert à rien. Voilà, il va être plein et puis ensuite redescendre, remonter. Cet indicateur de batterie il m'a rendu fou. À me dire, ah, tiens, à prendre mon mode, à me dire, c'est bon, j'ai plein de batterie, puis 5 minutes après, une fois que j'étais dehors, me rendre compte que ma batterie était à plat. Cet indicateur de batterie marche pas du tout, donc vous y fiez pas. Batterie pleine quand vous sortez ou vous avez besoin d'être loin de votre chargeur. En haut, vous allez avoir votre résistance de votre atomiseur. En dessous, vous allez avoir, alors sur un petit écran comme ça, vous allez avoir la température. Si vous êtes en mode température, vous allez avoir la température maximum que vous avez réglée, ou sinon vous allez avoir votre tension si vous êtes en mode puissance. Et à droite, évidemment, vous allez avoir la puissance en watts. De 1 à 40 watts pour le RDNA 40, alors 1 watt. Ouais, je sais pas trop à quoi ça sert, mais apparemment c'est utile pour certaines personnes. 1 watt, voilà, donc de 1 watt à 40 watts. Au niveau de... Je reviens que j'ai mes notes. Au niveau de la température, vous allez avoir de 200 degrés Fahrenheit à 600 degrés Fahrenheit. Donc moi j'ai la version avec les degrés Fahrenheit. Il y a une version aussi qui existe avec degrés Fahrenheit, degrés Celsius. C'est celle avec les grands écrans, c'est la version updatée. Moi c'est la version que j'ai, c'est la version Fahrenheit. Donc pour savoir à quoi correspondent les degrés Fahrenheit et les degrés Celsius, vous avez 1 milliard de convertisseurs sur le net qui vous permettent de convertir automatiquement vos degrés Fahrenheit en degrés Celsius pour savoir où vous en êtes si vous avez l'ancienne version. Si vous avez la nouvelle version, vous n'avez pas ce problème, vous pouvez directement régler en degrés Celsius. Voilà. Le cutoff il est à 20 secondes à peu près, timé. Et à l'intérieur, bon là pour le coup j'ai une simple 18650, mais par exemple sur la Vapor Flask il y a deux 18650. Après l'alimentation c'est encore autre chose. Niveau fonctionnalité, alors vous allez avoir plusieurs petites fonctions dans le mode. Alors la première c'est simplement monter ou descendre la puissance avec les boutons plus moins qui sont sur les côtés. Donc voilà. Ensuite vous pouvez verrouiller votre mode en cliquant 5 fois sur le bouton power. Voilà, vous voyez locked, voilà, 5 clics. Ensuite, si vous voulez déverrouiller, faut refaire 1, 2, 3, 4, 5 et on déverrouille le mode et on peut à nouveau vaper. En mode verrouillé, si vous appuyez sur le bouton Fire et sur le bouton plus, vous allez passer de left mode à right mode. En fait, c'est juste l'écran qui se retourne. Voilà, donc ça c'est un premier truc. Moi perso, voilà, je suis dans l'autre sens. C'est une question de choix.
Voilà, Light Mode. Ensuite, si vous appuyez en même temps sur le bouton Fire et le bouton moins, vous pouvez passer entre le mode normal et le mode stealth, entre guillemets furtif. Alors en fait, ça fait quoi le mode furtif? Ça permet de, quand on vape, de ne pas voir l'écran qui s'allume. Donc on n'a pas un truc qui s'allume. Donc ça peut être utile si on veut vaper furtif comme ça n'importe où, ou si on veut pas utiliser de la batterie en allumant l'écran à chaque fois qu'on vape, ça peut être utile. Une chose à noter, quand vous êtes en mode furtif et l'écran ne bouge pas, si vous appuyez sur plus, moins, 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 plus là, si vous ajustez ce truc là et que vous n'avez pas verrouillé votre réglage, vous allez avoir des gros problèmes parce que ça ajuste, mais ça vous montre pas que ça ajuste en fait. Donc ça c'est peut-être un petit souci à régler au niveau du firmware, mais c'est le cas. Donc moi je vais repasser en mode normal, parce que j'aime bien savoir ce qui se passe sur mon mode. Un autre truc, quand vous êtes en mode verrouillé comme ça, vous pouvez, si vous appuyez sur les deux boutons en même temps, c'est là que vous allez avoir accès au réglage de température. Donc après, une fois que vous êtes en mode température, vous allez avoir votre température affichée, plus moins pour monter et descendre la température, ça paraît évident. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, on sort du réglage. Si vous appuyez sur les deux boutons en même temps en mode déverrouillé, vous allez verrouiller votre réglage en fait. Voilà, vous allez avoir Power Lockup, machin, donc vous pouvez maintenant plus ajuster votre truc, et il va vous dire simplement puissance verrouillée, Power Lock, Hold Up and Down. Donc là, pour déverrouiller ça, l'accès au réglage, on reste appuyé sur plus et moins en même temps, et là on peut régler. Voilà. Donc voilà, c'est tout, c'est à peu près tout pour les fonctions de ce mode. À savoir aussi qu'il y a une fonction qui est normale pour un mode de ce type. Si vous avez réglé votre mode en mode température, donc pas sur off, parce que quand on règle la température, on peut aussi mettre complètement le mode sur off, donc du coup il marche uniquement en puissance. Mais si vous avez réglé un système de température et que vous passez d'un atto à l'autre, ce que je vais faire là, donc là je suis sur un Freak Show par Wotofo en mode de température, câblé en NI200, et là je passe sur le Richelieu en mode Cantal. Voilà. Donc là, il met New Coil Up, Same Down. Donc ça, quand vous changez d'atto, il va vous demander si c'est le même atto ou pas. Donc là, c'est un nouveau coil. Voilà, donc là, il est repassé en mode puissance normale. Je vais remettre mon atto température. Je vous montrerai après comment je fais mes coils aussi sur les attos reconstructibles température. Alors en message d'erreur, vous allez avoir évidemment les trucs classiques. Vous allez avoir le too hot, en fait trop chaud, c'est quand votre board en elle-même, la température de l'électronique est trop chaude. Il va vous mettre un trop chaud, donc il va falloir attendre que la board redescende en température. Vous allez avoir une résistance trop haute aussi quand vous allez dépasser les 3 ohms. Moi j'ai même eu des problèmes avec ma test box parce que c'est une 3,1 la résistance, ça tentait de fonctionner mais bref, donc 3 ohms c'est vraiment votre maximum. Votre minimum en résistance, dur à dire avec le RDNA dans le sens où il va essayer de shooter quoi qu'il arrive, donc même si vous avez 0,0 quelque chose, vu qu'il s'attend à avoir des résistances très très basses avec le NI200, et ça on va y revenir, il va tenter de toute façon de faire fonctionner votre atomiseur. Donc avoir un vrai court-circuit sur ce truc là, j'ai pas réussi à avoir ohms to low, donc voilà. Il y a une inversion de batterie maintenant. Donc on n'est plus obligé de faire ultra attention, sinon on crame totalement sa board comme sur le DNA30. Avec le RDNA 40, il y a une inversion de polarité, enfin une protection d'inversion de polarité des batteries, ce qui fait que même si on met sa batterie à l'envers, bah simplement il se passe rien, il faut la mettre à l'endroit et tout va bien, on crame pas la board. Alors, vous allez peut-être remarquer quand, pendant les différents gros plans, quand j'ai appuyé sur les boutons, etc., vous avez peut-être remarqué que les valeurs avaient tendance à changer, que la puissance passait de 11, 8, 9, 4, 3, 2, 6. La résistance aussi a tendance à fluctuer un petit peu. Il y a une raison très évidente à ça, c'est que tout l'affichage qui est sur le mode, enfin sur la board avec un RDNA 40 est en temps réel. Donc toutes les infos que vous voyez sont en temps réel. Ce que vous voyez d'affiché, c'est ce qui est en train de se passer sur le mode. C'est pas genre je mets 40 watts et il se passe 20, 12, 38, 40 et le mode vous en parle pas. C'est vraiment tout en temps réel. Ça, je trouve ça plutôt cool parce que ça permet de vraiment voir ce qui se passe, même de débugger quand on a un problème, se dire ah, c'est vraiment pas puissant. Surtout en mode contrôle de température, on va voir ça après.
ça permet de voir ce qui se passe. On va passer maintenant rapidement aux mesures que j'ai effectuées sur le mode. Donc là vous voyez les graphes de puissance avec des résistances à 1, 1,5 et 2,2 ohms qui sont les résistances de ma boîte de test que j'ai branchées à mon oscilloscope et qui correspondent à peu près à ce qu'il y a écrit en bas là ici. Donc les mesures que vous allez voir, elles sont relativement exactes en mode puissance et il est assez précis. Il y a un vrai step down. Donc ça c'est bien. Le step down c'est quoi? C'est quand ça donne moins que ce que la batterie a donné. Sur les anciennes versions du DNA, il n'y avait pas de step down. Donc quand on voulait vaper par exemple à 7 watts ou en dessous d'un certain watt, d'une certaine puissance, c'était pas possible. Le chipset donnait tout ce que la batterie avait à donner. Donc si votre batterie était complètement chargée, il donnait 4,2 volts minimum. Là on voit que voilà, les tensions redescendent. Donc on est relativement exact. Sur le site d'Evolve, ils mettent que le chipset peut envoyer 9 volts. Moi, j'ai pas réussi à voir ça, même avec ma résistance de 3 ohms à 40 watts. Au maximum, j'ai eu 8,60 volts. Donc, ça a été voilà, le gros maximum. Lu sur l'oscillo, lui, il m'affichait 8,50. Donc, voilà, je sais pas trop où ça en est. C'est peut-être une question d'imprécision aussi au niveau des soudures dans ma box ou quoi. Petite imprécision comme ça, mais bon, c'est à 0,1 volts, c'est pas la mort. Voilà. Donc relativement précis, avec une limite, voilà, limite à 8,5, 8,6 volts maximal, et on atteint les 40 watts aisément, sauf avec des résistances trop élevées. Donc si la review se contentait de parler du mode puissance, on s'arrêterait là et on se dirait que tout est bien dans le meilleur des mondes, sauf pour l'écran qui bug et la batterie qui marche pas, et voilà. Ça, ce serait super. Mais on va parler maintenant de contrôle de température parce que c'est vraiment le point hyper important du RDNA 40, c'est le contrôle de la température. Donc avant de parler de contrôle de température, d'abord on va parler de à quoi ça sert. La première chose qui va être utile en contrôle de température, ça va être de ne pas dépasser une certaine température d'évaporation pour votre liquide. Avec les études qui sont menées actuellement, encore une fois, on est dans un secteur qui avance, où il y a des études qui sont faites, on n'a pas toutes les réponses, mais les études tendent à montrer qu'il ne faut pas évaporer le liquide à trop haute température, et de toute façon, ça ne sert à rien de vaporiser son liquide au-delà de son point de vaporisation, puisque tout ce que vous allez faire, c'est dégrader votre liquide, créer des nouvelles substances chimiques qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, et dégrader votre coton ou votre fibre, dégrader vos saveurs, enfin bref, dans tous les cas, c'est pas très bon. Donc en fait, le mieux, ce serait d'arriver à, c'est la promesse du contrôle de température, c'est d'arriver à gérer son mode complètement avec la température, et plus avoir à gérer la puissance, ce qui paraît logique quand on parle d'évaporation au final, et de régler une température, et toujours vaper à cette température et d'être tranquille. La deuxième promesse, c'est l'absence totale de dry heat. Alors ça, c'est un truc que j'ai pu constater, c'est que évidemment, comme on a une lecture permanente de la résistance du fil, quand la température du fil augmente, la résistance augmente, ça empêche le fil de rougir. Alors on en revient à ce que Dr Farsalinos disait, que c'était pas bien de faire rougir son fil, etc. Là, pour le coup, ça nous protège vraiment de faire rougir le fil. Et ça nous protège aussi du dry heat, cet horrible truc qu'est le dry heat, qu'on a tous expérimenté. Là, pour le coup, c'est fantastique avec le contrôle de température, plus de dry heat. Évidemment, quand le coton est sec, le coil n'est pas autorisé à monter au-delà d'une certaine température, donc pas autorisé à cramer votre coton, pas autorisé à s'enflammer et pas autorisé à vous défoncer totalement la gorge et vous déchausser les molaires au passage. Donc ça, c'est la promesse du contrôle de température. Pas de dry heat, une vape plus saine et voilà, et des atos qui durent plus longtemps. En théorie, ça fonctionne. En pratique, sur le RDNA 40 en tout cas, ça fonctionne pas tous les jours. On va essayer de comprendre pourquoi on doit utiliser un certain type de fil résistif, en tout cas avec le RDNA 40, et pas du Cantal. La première raison, c'est qu'il va falloir comprendre que le Cantal est un très bon fil résistif qui est utilisé dans énormément d'applications, dans les grille-pains, dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'éléments chauffants, pour une bonne et simple raison, c'est que sa résistance varie quasiment pas
en fonction de sa température. Et ça, pour un circuit électrique, c'est ce qu'on demande. Alors, on ne demande pas que les choses varient comme ça, c'est pas bien. Donc si on peut avoir quelque chose qui est très stable, et thermiquement et électriquement, c'est très bien. C'est pour ça que le Cantal est très souvent utilisé dans ces applications d'éléments de chauffe. Et c'est pour ça que c'était tout vu d'utiliser du Cantal dans nos modes. Voilà. Le problème avec le contrôle de température, c'est que pour qu'un chipset de contrôle de température fonctionne, il faut que la résistance électrique du fil résistif varie en fonction de sa température. Et c'est ça que le chipset est constamment en train de mesurer. Et au fur et à mesure que le fil va chauffer, la résistance du fil va varier. Et c'est cette variation de résistance qu'on mesure et qui nous permet de deviner a priori la température à laquelle va être le fil. En fait, il y a des courbes comme ça, donc on va en voir une là maintenant. Donc on voit sur ce graphe que voilà, la résistance du fil varie en fonction de sa température. Donc grâce à ces données techniques, on peut régler a priori la température d'un coil, simplement en se disant bah tiens, il a telle résistance, donc du coup je vais appliquer telle tension, donc il doit être à telle température. Avec le Cantal, il y a une variation de résistance, mais elle est tellement faible que déjà que là c'est relativement sensible comme système, on y reviendra après. Mais alors si on utilise carrément du Cantal, alors là c'est même plus possible dans nos applications, c'est pas assez précis. Ok, donc pour voir ça de plus près, en fait, j'ai fait un petit plan sur mon oscillo là pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne et à quoi ressemble le signal en mode gestion de température. Alors je suis désolé pour le bruit, c'est mon oscilloscope qui ventile un max. J'ai pas encore changé les ventilos dessus, donc ils font un maximum de bruit, j'espère que vous m'entendrez bien. Donc là voilà, j'ai branché le plus-moins de mon oscillo au plus-moins de mon coil, qui est ici. Je vais essayer de faire le point. Voilà. Ok, donc on va shooter un petit coup avec le coton quasiment sec. Donc on voit le premier pic là sur la gauche. Ce pic en fait, c'est le temps de préchauffe en fait sur le RDNA. Et ensuite on voit que le signal essaye en haut et en bas comme ça de ramener le coil au maximum de sa température, mais comme il est sec, la tension varie un max. Et c'est à peu près le signal que vous allez avoir sur quelque chose de vraiment sec. Voilà, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Et plus ça va aller vers le haut, quoi. Sur un coil, voilà, là ça commence à être vraiment presque rien. Sachant que le coton commence à être vraiment sec. Donc voilà, là on est sur de plus en plus, on voit que ça oscille et que ça s'approche du zéro, mais à chaque fois quand même ça envoie un peu de jus pour vérifier ça. Maintenant on va mettre un petit peu de liquide sur le coil. Donc voilà, sans trop bouger le truc. Donc je vais mettre un peu de liquide et vous allez voir la courbe va changer dramatiquement, quoi. Voilà. Donc là c'est la régulation avec la régulation de température avec du liquide sur le coil. Donc on voit que ça fonctionne plutôt pas mal, en tout cas pour le premier moment. Ensuite dès que ça commence à être un petit peu plus sec, ça commence à être un petit peu plus erratique au niveau du signal, et c'est vraiment vous avez vu, l'oscilloscope va assez lentement, donc on n'est pas du tout sur un signal comme sur un signal pulsé à 48 Hz ou quoi, hein. C'est vraiment on le remarque, quoi, ces montées, ces descentes en puissance, c'est vraiment on le essayer de souffler sur le côté. Donc voilà ce qui se passe, c'est encore plus flagrant là, quand on respire en fait, on perturbe encore plus l'équilibre de ce coil. On se rend compte que l'onde est encore plus perturbée quand on ajoute le souffle en fait. Donc si vous attendez à un signal plat, surtout le contrôle de température va pas vous offrir ça, ça va vous offrir une température plus ou moins constante, mais la puissance qui est envoyée à ce coil pour maintenir une température entre guillemets constante, elle varie beaucoup. Est-ce que c'est la même vape qu'un signal plat sur un mode méca ou sur un mode électro qui envoie vraiment pile poil la tension? Pas du tout. Ça va vous sembler un petit peu plus faiblard en termes de vape, quoi. Donc on va faire un petit test en plaçant une goutte de liquide sur le coil. Voilà. Donc là on voit bien que au moment où je place la goutte de liquide,
le signal devient vachement plus clean en fait et se maintient à la tension en fait, au lieu d'osciller comme ça un max. Donc l'arrivée en liquide dans votre coil est hyper importante dans un système à contrôle dans un système où il y a une gestion de la température. Voilà. On va repasser en plan large pour la suite. Voilà, donc ça c'est la théorie. Théoriquement, le chipset devrait envoyer une quantité de tension pour une mesure de température, pour une température donnée, et on devrait avoir dans un monde parfait exactement cette température-là dans le coil. La réalité est quand même un petit peu différente, dans le sens où une variation de 0,01 ohm, donc c'est vraiment très peu, à 1 centième d'ohm, cette variation peut influer de 20 à 30 degrés sur le contrôle de température. Donc, qu'est-ce qui va rentrer en ligne de compte dans ces cas-là? Le câblage de la board vers la connexion, la qualité de la connexion, la qualité de votre atomiseur aussi, la résistance statique de votre atomiseur, c'est-à-dire la résistance, avant même d'avoir mis un coil dedans, votre atomiseur va avoir une certaine résistance. Donc au niveau des atomiseurs utilisables avec le contrôle de température, j'ai utilisé ça très bien avec le Typhoon GT, Typhoon GT2, avec quasiment tous mes drippers, Richelieu, Venturi, le Freak Show, le Vigo, voilà, quasiment tous mes drippers. Tout ce qui est Genesis, c'est hors de question. Tout ce qui est avec du mesh métal, c'est hors de question. Les résistances, elles varient trop, c'est juste pas possible. En plus, là, récemment, avec l'annonce du Dr Farsalinos sur le fait de ne pas faire rougir ses coils et tout, les montages mesh purs avec le mesh et le coil autour, machin, ça semble complètement hors de propos maintenant, c'est plus à faire. Les micro-coils pincés avec les petites épingles machin pour les mettre en forme, c'est pareil, c'est hors de propos. Donc on va être obligé d'utiliser un certain type de coil qui va être des coils espacés pour avoir la température la plus stable possible. Après, si vous utilisez juste du Cantal sur un mode en puissance, vous pouvez utiliser même un micro-coil à condition que voilà, vous ne fassiez pas rougir et que faut bien juste le coiler de base et que ça bouge pas. Voilà. Moi, j'ai pas eu de problème, j'ai pas besoin de faire rougir mes coils pour qu'ils soient nets. Mais c'est vrai que ça les rendait plus homogènes de les faire rougir, mais apparemment, faut pas le faire. Voilà. Donc évidemment, en plus de ces paramètres, vous allez avoir votre coil qui va devoir être d'une stabilité à toute épreuve. Donc le micro-coil est hors de question, les coils sur du mesh, c'est hors de question. Donc il nous reste quoi? Il nous reste des coils sur de la fibre ou des coils sur du coton. Donc on revient un peu, ça va être un petit peu old school. Donc en fait, moi j'ai une méthode pour une fois relativement simple pour faire mes coils espacés. Bah, c'est simplement retour à l'école, quoi, retour à l'époque du silica, retour à cette époque-là, mais avec du Fiberfrix. Alors je vais vous montrer comment je fais. Ok, donc maintenant je vais vous montrer un peu comment je fais mon montage en NI200, donc avec du fil pour le contrôle de température. Pour le montage Cantal, j'ai fait déjà beaucoup de vidéos là-dessus. Pour le NI200, pas vraiment. Donc moi j'utilise du NI200 qui est du 0,25 que j'ai acheté chez Pipeline Store. En même temps que ma box, que la Vapor Shark. Alors en fait le NI200 c'est du 0,25. Faut savoir que le NI200 c'est un fil qui est extrêmement malléable et fragile. On peut voir que ce fil il est très malléable. Si je le prends et que je le plie, il reste en forme. Contrairement à du Cantal qui a tendance à... Voilà, bon ça c'est du 0,50 donc c'est normal. Alors c'est hyper pratique pour faire les coils. Le problème c'est que c'est un fil qui est aussi très fragile. Quand vous allez serrer ce fil sur vos plots, il y a de grandes chances pour qu'il casse, comme je vous disais, en plan large. Donc moi, ce que je fais en fait, c'est que je le twiste. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment twister du fil, c'est super simple. On prend une boucle de NI200. Donc on prend la longueur qu'on veut twister, on la plie en deux. Voilà, on vient faire une boucle comme ça. Et ensuite, on coupe cette partie-là. Je ne vais pas faire du twisté devant vous, c'est juste pour vous montrer la méthode. Donc on obtient comme ça une boucle et ici on obtient deux petites pattes. On va mettre les pattes exactement à la même longueur, on va twister ça. Ensuite on va maintenir cette partie là avec une pince. Alors si vous faites une grande longueur c'est mieux d'être deux. Donc avec une pince on vient maintenir cette partie là. De l'autre côté en fait cette boucle là on va la tendre comme il faut et on va venir la coincer dans le mandrin d'une perceuse en fait. Donc entre les morts là et on vient coincer la boucle à l'intérieur comme ça. Ensuite on resserre jusqu'à ce que ça tienne bien. Voilà, tac. Ensuite on se retrouve avec ça. On n'a plus qu'à faire tourner
Alors au début il faut faire tourner doucement et ensuite on peut aller un petit peu plus vite. Et on va basiquement jusqu'à ce que le fil casse en fait. Quand le fil casse, et on maintient bien la tension en fait. On tourne pas du fil en le laissant comme ça. Il faut bien tirer dessus pour que le fil soit mettre le plus de tension possible pour que la torsion soit la plus régulière possible. Une fois que vous avez fait votre fil twisté, ça devrait ressembler à ça. Donc vous devriez avoir un fil qui est très régulier comme ça et qui maintenant a quand même une certaine forme de rigidité. Donc ce qui va permettre de coiler proprement. Ensuite, pour faire son coil, alors il faut garder à l'esprit que ce fil c'est du nickel. Donc c'est très peu résistif. Donc si vous utilisez ce câblage là que je vais vous montrer, c'est uniquement sur des modes type RDNA 40 ou contrôle de température. Hein. Pas sur des modes normaux, sinon ça va être vraiment trop bas et vraiment dangereux, quoi. D'accord. Donc alors moi ce que je fais, c'est une technique super simple pour les coils espacés, c'est que je reprends un peu une page des anciens bouquins de quand on a commencé la vape. Je prends simplement une partie de coton. Enfin là en l'occurrence c'est du Fiber Freaks, le meilleur fibre de tous les temps. Et ensuite je viens placer ma petite aiguille. Alors ça c'est une aiguille avec un bout bleu, c'est une aiguille très fine. N'importe quelle aiguille fera l'affaire. Hein. Je viens la placer au milieu de ce petit paquet là. Vous allez comprendre pourquoi. Alors en fait cette technique elle est valable si vous utilisez du twisté ou si vous utilisez du fil normal aussi, ça marche très bien. Et d'ailleurs c'est même recommandé si vous utilisez du fil normal de faire comme ça. Donc là j'ai mis 50 fois trop de fibres, hein. On dirait mettre la vape, mais vous avez une idée de ce qu'il faut faire. Ensuite une fois que vous êtes comme ça, vous allez venir un petit peu tasser la fibre autour de l'aiguille, de manière qu'on ne voit pas l'aiguille, hein, d'accord ? Elle est bien au centre de la mèche. Je vais prendre mon petit fil, mon petit Cantal twisté, Cantal, les habitudes, mon nichrome twisté, et je vais venir simplement faire des tours autour de cette truc. Alors vous allez voir que la fibre va avoir tendance à se déplacer un petit peu, c'est pas grave, faut aller avec le flow. Et boum, boum, boum. Et faut pas hésiter à serrer quand même. Hein. Donc là c'est un coil qui est totalement moche, mais c'est pas grave, il va s'améliorer avec le temps. Donc là voilà, donc ça c'est mon coil tel qu'il est, hein. Totalement moche et pas joli, mais les spires sont espacées et j'ai suffisamment de diamètre et j'ai de la mèche. Un autre truc qui est super important aussi en contrôle de température, et c'est pour ça que j'ai tendance à serrer un peu plus que ailleurs, c'est que j'ai remarqué que bon nombre de fautes de lecture de résistance ou de la température qui coupe d'un coup avec température protected au bout de même pas une seconde, c'est souvent des points chauds en fait. Donc le bon vieux retour des points chauds, donc ça veut dire que vous avez le fil qui touche pas bien le coton et donc du coup qui aurait tendance à rougir, mais comme la board laisse pas le fil rougir, bah, ça coupe automatiquement, même si tout le restant de votre coil est pas du tout à température. Si vous avez un seul point sur le coil qui est chaud, par exemple à la jonction, si vous avez mal serré votre plot, ou alors si vous n'avez pas suffisamment mis de coton ou de fibre à l'intérieur de votre coil, eh ben vous allez avoir une erreur. Donc le mieux c'est quand même de bien tasser et de bien en mettre, quoi. Voilà. Donc là je vais couper un peu la longueur des pattes. C'est un tuto old school, hein, comme avant. Hein. On reprend les mêmes et on recommence. Donc je vais simplement venir placer mon coil à l'intérieur de mon atto. Bam 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 bam. Ici c'est un Vigo. J'ai pris un Vigo parce que c'est vraiment la configuration la plus basique qu'on puisse avoir dans un dripper. Et donc du coup bah, ça marche pour énormément de drippers qui sont exactement pareils. Ce montage marche pour beaucoup d'attos. Hein. Je vais visser ces vis évidemment. Alors là comme c'est du twisté, je peux serrer un petit peu plus fort et c'est un petit peu plus résistant. C'est la principale raison pour laquelle je twiste. Hein. L'autre raison c'est que j'adore quand ma fibre s'enroule autour du plot. Non, la principale raison pour laquelle je twist c'est ça, c'est pour ajouter de la résistance mécanique au fil pour pas qu'il casse aussi facilement. Sinon je me contenterais d'une seule épaisseur, mais une seule épaisseur de 0,25 avec du NI200 c'est vraiment fin et vraiment difficile à travailler. Et en plus vous allez avoir des résistances qui risquent de bouger parce que vous pouvez pas bien les serrer dans les plots. Donc pour toutes ces raisons j'utilise du twisté. Vous pouvez aussi utiliser des fils plus épais hein, que du 0,25. Hein. Il y a du 0,30, il y a du 0,40, il y a tous les trucs, mais rappelez-vous que plus votre fil va être épais, évidemment,
moins votre résistance va être élevée. Donc vous allez devoir faire soit des plus gros coils autour de diamètres plus importants, soit plus de spires. Donc après, une fois que j'ai fait ça, j'enlève mon aiguille, c'est bon, le travail est fait. Je vais commencer à déjà couper un peu cet amas incroyable de fibres qu'il y a autour. On va mettre le reste à l'intérieur de la coupe, hein, comme on fait d'habitude. Bon, alors, c'est un coil qui gagnera probablement pas des concours de cloud chasing ni des contests de coil torn sur Vaporgate, mais c'est un coil qui fonctionne, d'accord? Ce qui compte, c'est que vos spires soient espacées, que votre coil bouge pas de trop, quoi. Donc on va faire un petit test d'abord sur la VaporShark, enfin sur la RDNA, allez, 360 degrés à 40 watts, 39-40, et normalement ça devrait pas bouger. Donc on voit un peu de fumée qui sort, enfin ouais, c'est probablement de la fumée, mais le coton reste intègre, hein. Il crame pas, quoi. On peut dire qu'il brunit très légèrement, mais c'est pas, il part pas en flamme, quoi. Donc ça c'est une bonne chose. Donc je vais mettre un peu de juice là-dessus. Et avec du juice, ça devrait fonctionner. Yes, vapeur. Voilà, donc c'est pas hyper compliqué, c'est pas la construction de coil la plus raffinée de la planète, mais ça fonctionne, c'est stable, c'est relativement facile à faire avec tout le matos qu'on a à la maison, déjà. Et puis même si on n'est pas super balèze en coil, on peut y arriver, donc voilà. Il suffit juste d'avoir un petit support, enrouler son truc et pas faire ça sur une caméra, et du coup, ce sera beaucoup plus joli, voilà. Oh yeah baby! Donc là, je tombe à la fantastique somme de 0,08 ohms. Donc je suis super ultra bas. Je suis en dessous de 0,1 ohm, hein, c'est génial. Mais ça gêne pas le RDNA. Hein. 0,08 ohms, aucun problème. Par contre, vous avisez pas de mettre un coil comme ça sur un mode méca. Sinon, vous allez vous faire exploser la tête. Voilà. On va repasser en plan large maintenant. Donc en fait, je vous ai parlé tout à l'heure d'autocalibration. Donc l'autocalibration, c'est quoi? C'est le mode qui va constamment monitorer en fait la résistance qui est sur votre atomiseur. Alors qu'on va le voir d'ailleurs sur l'oscilloscope, ce que ça donne. Donc c'est ces petits pics là qui descendent. Donc ça, c'est un truc qui va constamment monitorer votre résistance pour améliorer entre guillemets les performances du chipset et être sûr de vous donner bien vos 200, 300, 400 degrés que vous avez sélectionnés. Il y a un petit souci avec ça, c'est que à chaque fois que je laisse mon atto comme ça avec le mode, que je le laisse le pose et je le reprends, c'est toujours hyper faiblard. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette calibration, mais ça marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Le seul moyen que j'ai trouvé pour le faire fonctionner, c'est de faire en sorte d'annuler cette calibration en dévissant mon atto et en le revissant, en mettant New Coil Up. Donc là, quand je mets nouveau coil, il se resynchronise, il lit bien ma résistance et il me donne la température. Et dès que je le reprends, il faut que je dévisse, je revisse. Voilà. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc on va passer maintenant vite fait au plus-moins pour ce que ça sert sur une review chipset. C'est la première et il y en aura probablement d'autres parce que en final les modes électro c'est souvent ça, c'est souvent la même électronique qui est reprise avec des box différentes. Et après au final quand on enlève la partie électronique de la review d'une box électro, il reste voilà, la peinture, les boutons, la compacité, ce genre de choses, la compatibilité du pas de vis et puis c'est tout quoi. Là pour le coup voilà, c'est juste une review chipset. Donc on va parler uniquement du RDNA 40 dans les plus-moins. Donc on va commencer par les plus. Niveau puissance, gestion de la puissance, parfait, ça fonctionne super bien, c'est du Evolve, ils savent ce qu'ils font depuis longtemps. En termes de gestion de puissance, c'est même eux qui ont inventé ça. Donc la gestion de la puissance est bonne, de 1 à 40 watts, pas de problème. Juste j'ai pas vu les 9 volts. Voilà, j'ai eu 8,5 volts, ce qui est pas mal quand même pour un circuit boosté. Et j'ai eu mes 40 watts à chaque fois que j'en avais besoin. Et en plus, j'aimerais aussi parler du fait que le contrôle de température, quand ça marche, c'est bien. On n'a pas de dry heat, on a vraiment la vapeur qui descend en fonction du niveau de liquide.
quand ça fonctionne, encore une fois, c'est-à-dire que le mode est bien luné, c'est bien réglé, on arrive, on vape et tout se passe bien. Ça se passe bien. Voilà. L'ergonomie aussi, que j'aime bien. Petit bouton plus-moins, petit bouton fire, la lecture de la résistance, la puissance, tout sur le même écran. Ça c'est pareil, c'est une constante chez Evolve et je trouve ça vraiment très bien. Donc ça change pas, c'est cool. Le fait qu'enfin ils aient rajouté une gestion de l'inversion de batterie, ça évite de cramer ses boards, ça c'est quand même plutôt cool. Le contrôle en temps réel aussi, ça je trouve ça bien, je trouve ça entre guillemets honnête comme truc, c'est-à-dire que ça vous permet vraiment de voir ce qui se passe à l'intérieur de votre mode et votre mode vous dit vraiment ce qui est en train de se passer. Donc le contrôle temps réel et de la résistance et de la température et de la puissance, je trouve ça super, ça marche vraiment très bien. Les moins, il y en a quelques-uns. Le premier moins, c'est ce bug d'écran que je suis pas le seul à avoir, vous avez été quelques-uns à l'avoir aussi. Apparemment c'est dû à un mauvais pliage, à des fils qui se touchent à l'intérieur quand on plie l'écran, bref. C'est des choses qui sont corrigées par VaporShark, par Rana et tout ça. Donc c'est un moins pour Evolve. La plupart des modeurs qui ont utilisé cette board ont un bon SAV. Donc pour le coup c'est bien. En tout cas je parle pour VaporShark, je sais qu'il n'y a pas de problème, il renvoie les pièces, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est un problème, ça devrait pas être là. La gestion de l'affichage de la batterie qui sert absolument à rien. Ça c'est vraiment un gros moins, c'est un truc qui marche pas trop. Un autre moins qui m'a vraiment saoulé, c'est le fait que la détection automatique de nouvel atomiseur, ancien atomiseur, tout ça, ça marche pas tous les jours. Des fois, il faut vraiment insister, redévisser, revisser, redévisser, jusqu'à ce qu'ils vous disent same ups, new down, ou le contraire. Donc ça, c'est vraiment très très chiant. Ça fonctionne pas trop bien. Le fait que cet ajustement automatique, aussi cette calibration automatique a tendance à foutre en l'air un peu vos réglages, dans le sens où si vous allez avoir vous allez régler votre truc à 300 degrés, vous allez reprendre votre atos, ça va être complètement naze. Il faut régler, il faut redévisser l'ato et tout ça, c'est vraiment chiant, ça fonctionne pas, c'est buggé. Et dans un certain sens, c'est un peu dommage parce que c'est un peu le truc de la RDNA 40, c'était un peu la promesse parce qu'une box qui fait 40 watts, très bien, il y en a plein des box qui font 40 watts, des électroniques qui font 40 watts, il y en a plein, même plus. Il y a le SX300, il y a la SX Mini, il y a énormément de box maintenant qui sortent 40 watts très bien. C'était pas le truc, ce qu'on attendait d'Evolve, c'est vraiment une gestion du contrôle de la température et ça malheureusement ils n'ont pas réussi à le faire. Le fait qu'on puisse utiliser que du nichrome aussi, pas du nichrome mais du nickel, du Ni200, un seul type de fil résistif à utiliser et c'est vraiment le plus chiant de tous parce qu'il est très peu résistif. Donc du coup quand on fait des coils pour ce type de chipset, il faut complètement oublier de les utiliser sur un mode méca, sur un autre mode électro qui n'a pas la contrôle de température, etc. On est vraiment obligé de changer nos habitudes et ça c'est très chiant. Disons que c'est pas pratique. Voilà. Un autre moins aussi, le fait que quand on est en mode stealth, ça continue de régler le truc sans afficher quoi que ce soit là, ici là. Ça c'est hyper relou, surtout si on veut utiliser ce mode furtif là, le mode sans écran. C'est un peu relou, ça aurait été bien d'avoir un plus-moins qui s'affiche avec... qu'on ait les réglages qui s'affichent au moins quand on appuie sur ces deux boutons là, voilà. Donc ça c'est un autre truc aussi. Bon, alors j'ai parlé maintenant un peu de mon expérience et de ce que j'ai fait avec cet ato et comment j'ai utilisé, avec cette board et comment j'ai utilisé. Principalement, j'ai utilisé en mode puissance, pour être totalement honnête. C'est pas le contrôle de température, c'est pas quelque chose qui m'avait séduit à l'époque dès que j'ai eu cette board. J'ai fait mes premiers tests. Je trouvais ça, c'était un peu, un coup ça marche, un coup ça marche pas, et moi j'aime pas les trucs qui marchent un coup sur deux, ça me saoule. J'aime bien quand ça marche tout le temps. Je suis sûr que vous aussi, donc voilà, je vais pas vous dire que c'est super alors que c'est pas génial. Surtout quand c'était vraiment le truc, quoi. C'était quand la RDNA est sortie, c'était genre et enfin le contrôle de température, Farsalinos, l'industrie, tout le monde main dans la main, on va faire quelque chose de cohérent, et ça fonctionne pas bien. Le vrai truc, là où je donne du crédit quand même à Evolve, c'est d'avoir quand même lancé un chipset avec ce type de technologie, d'avoir commencé à travailler là-dessus. Là où je suis un petit peu déçu de la part d'Evolve,
c'est que même si leurs anciennes boards n'étaient pas complètement parfaites, même si les anciennes électroniques d'Evolve n'étaient pas voilà, la pointe de la technologie ou le truc le plus parfait du monde, c'était toujours des boards qui étaient bien faites. On sentait qu'il y avait quelque chose de bien fait. Là, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu speedés pour sortir une électro, sortir quelque chose pour la rentrée. Et c'était, voilà, c'est du travail qui est à moitié fait. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc RDNA 40, pas un super méga win de la folie, comme on peut s'imaginer. Le contrôle de puissance, super. Le contrôle de température, marche pas. Enfin, ça fonctionne, mais absolument pas tous les jours. Ça va bouger, ça va être inconstant. Y a des gens qui se sont pris la tête là-dessus en pensant qu'ils s'y prenaient mal au niveau de leur montage, pas du tout. C'est vraiment que c'est quelque chose d'extrêmement précis, le contrôle de température. C'est quelque chose qui demande une électronique d'une précision totalement redoutable et des câblages, enfin des coils et des atomiseurs et tout ça qui sont pareils d'une précision totalement redoutable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 0,01 ohm, 20 degrés d'écart. Les 0,01 ohm, juste d'avoir une connexion légèrement oxydée ou un atole légèrement moins serré que d'habitude, ça suffit à les avoir. Donc le système de contrôle de température, à moins d'avoir quelque chose d'hybride ou d'avoir une gestion vraiment très, très différente des choses, ça va quand même rester quelque chose de relativement approximatif. On n'en est pas encore à se dire, comme avec le contrôle par la puissance, je mets 19 watts, j'ai 19 watts, je prends mon oscillo, je mesure ma tension, je mesure ma résistance, c'est ce que j'ai. On n'en est pas là du tout, quoi. Un autre truc aussi au niveau du contrôle de la température, c'est que, comme on peut le voir sur l'oscilloscope, c'est pas un signal, c'est pas un truc super plat, hein, ça monitore dans tous les sens, l'électronique a fait ce qu'elle peut pour essayer de maintenir une température constante, mais ça bouge dans tous les sens, et ça se sent dans la vape. Quand on vape sur un RDNA 40 en mode contrôle de température, pour peu qu'il y ait une goutte de liquide qui soit un peu plus à un endroit du coil qu'à un autre, etc., on va voir le truc qui va bouger dans tous les sens. Ça va pas être bien, ça va pas être un truc genre bien lisse, ça va être un peu des oscillations comme ça. Le coup d'empêcher les dry heat, ça fonctionne pour peu qu'on se règle en dessous de la température à laquelle le coton ou la fibre brûle. Le coup de complètement régler la température de façon constante, etc., ça marche pas très très bien. Voilà, donc c'est vraiment tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris une chose ou deux. Dernière petite chose avant qu'on se quitte, il faut que je détermine le gagnant du concours, enfin du petit concours pour gagner les Juice Artist Collection de chez Enjoy. Donc c'est les 5 Juice en 0, donc là j'ai ouvert le site avec mon petit plugin. Pick Winners, go! Et le gagnant est pumaz@hotmail.fr. Je vais faire un petit imprimé écran. Boum. C'est toi qui as gagné, bravo. Donc ouais, félicitations. Contacte-moi par mail avec cette adresse mail là pour me donner ton adresse pour que je puisse t'envoyer le lot. Donc bravo, tu as gagné la collection Artist Collection de chez Enjoy, les 5 Juice en 0. Et c'est tout, donc c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. Donc la prochaine, ça va être Pipeline Pro 2. Et après, il y aura d'autres petites choses, ça va être assez intéressant. Donc voilà, c'est tout. Donc j'espère que je vous ai pas trop fait mal à la tête avec toutes ces données. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, évidemment, on continue de vaper. Je vous dis à très 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 vite pour la review du Pipeline Pro 2 qui arrive sonnant et trébuchant très bientôt. Sonnant et trébuchant? Pourquoi j'ai dit ça? Sonnant et trébuchant. N'importe quoi. Ça ne marche pas, ne marche pas, ne marche pas, putain. Allez. Ouais, à peu près.